Chapitre 115, lu par Christian Skobrook. Du mauvais résultat que pour Sancho sa visite aux galères, et de la nouvelle aventure de la belle Morisque. Don Quichotte s'évertuait à discourir sur les réponses de la tête enchantée, mais aucune de ses conjectures n'allait jusqu'à soupçonner la supercherie, et toutes, au contraire, aboutissaient à la promesse, certaine à ses yeux, du désenchantement de Dulcinée. Il ne faisait qu'aller et venir, et se réjouissait en lui-même, croyant voir bientôt l'accomplissement de cette promesse. Pour Sancho, bien qu'il eût pris en haine les fonctions de gouverneur, comme on l'a dit précédemment, toutefois il désirait de se retrouver encore à même de commander et d'être obéi, car tel est le regret que traîne après soi le commandement, n'eût-il été que pour rire. Enfin, le tantôt venu, leur hôte Don Antonio Moreno et ses deux amis allèrent avec Don Quichotte et Sancho visiter les galères. Le chef d'escadre, qui était prévenu de leur arrivée, attendait les deux fameux personnages, Don Quichotte et Sancho. À peine parurent-ils sur le quai que toutes les galères abattirent leurs tentes et que les clairons sonnèrent. On jeta sur le champ les skifalos, couverts de riches tapis et garnis de coussins en velours cramoisi. Aussitôt que Don Quichotte y mit le pied, la galère capitaine tira le canon de poupe, et les autres galères en firent autant. Puis, lorsque Don Quichotte monta sur le pont par l'échelle de droite, toute la chiourme le salua, comme c'est d'usage quand une personne de distinction entre dans la galère, en criant 3 fois « Hou, hou, hou !» Le général, c'est le nom que nous lui donnerons, qui était un gentilhomme de Valence, vint lui donner la main. Il embrassa Don Quichotte et lui dit: Je marquerai ce jour avec une pierre blanche, car c'est un des plus heureux que je pense goûter en toute ma vie, puisque j'ai vu le seigneur Don Quichotte de la Manche, en qui brille et se résume tout l'éclat de la chevalerie errante. Don Quichotte, ravi de se voir traité avec tant d'honneur, lui répondit par des propos non moins courtois. Ils entrèrent tous les deux dans la cabine de poupe, qui était également meublée, et s'assirent sur les bancs des plabords. Le comite monta dans l'entrepont, et d'un coup de sifflet, fit signe à la chiourme de mettre bas Casaque, ce qui fut fait en un instant. Sancho, voyant tant de gens tout nus, resta à la bouche ouverte. Ce fut pis encore quand il vit hisser la tente avec une telle célérité qu'il lui semblait que tous les diables se fussent mis à la besogne. Mais tout cela n'était encore que pain béni en comparaison de ce que je vais vous dire. Sancho était assis sur l'estancerol, ou pilier de la poupe, près de l'espalier, au premier rameur du banc de droite. Instruit de son rôle, l'espalier empoigna Sancho, et le levant dans ses bras, tandis que toute la chiourme était debout et sur ses gardes, il le passa au rameur de droite, et bientôt le pauvre Sancho voltigea de main en main et de banc en banc avec tant de vitesse qu'il en perdit la vie, et pensa que tous les diables l'emportaient. Les forçats ne le lâchèrent qu'après l'avoir ramené par la bande gauche jusqu'à la poupe, où il resta étendu, haletant, suant à grosses gouttes et ne pouvant comprendre ce qui lui était arrivé. Don Quichotte, qui vit le vol sans aile de Sancho, demanda au général si c'était une des cérémonies dont on saluait les nouveaux venus dans les galères. Quant à moi, ajouta-t-il, comme je n'ai nulle envie d'y faire profession, je ne veux pas non plus prendre un semblable exercice, et je jure Dieu que si quelqu'un vient me mettre la main dessus pour me faire voltiger, je lui arrache l'âme à coups de pied dans le ventre. En parlant ainsi, il se leva debout et empoigna son épée. Dans ce moment, on abattit la tente, et on fit tomber la grande vergue de haut en bas avec un bruit épouvantable. Sancho crut que le ciel se détachait de ses gonds et venait lui fondre sur la tête, si bien que, plein de peur, il se cacha entre les jambes. Don Quichotte lui-même ne put conserver son sang-froid. Il frissonna aussi, plia les épaules et changea de couleur. La chiourme hissa la vergue avec autant de vitesse et de tapage qu'elle avait amené, et tout cela en silence, comme si ces hommes n'eussent ni voix ni souffle. Le comité donna le signal de lever l'ancre, et sautant au milieu de l'entrepont, le nerf de bœuf à la main, il commença à sangler les épaules de la chiourme, et la galère prit bientôt le large.
Quand Sancho vit se mouvoir à la fois tous ses pieds rouges, car telles lui semblaient ses rames, il se dit tout bas: pour le coup, voici véritablement des choses enchantées, et non celles que raconte mon maître. Mais qu'est-ce qu'ont fait ces malheureux pour qu'on les fouette ainsi? Et comment cet homme qui se promène en sifflant a-t-il assez d'audace pour fouetter seul tant de gens? Ah, je dis que c'est ici l'enfer, ou pour le moins le purgatoire. Don Quichotte, voyant avec quelle attention Sancho regardait ce qui se passait, s'empressa de lui dire: Ah, Sancho, mon ami, avec quelle aisance et quelle célérité vous pourriez, si cela vous plaisait, vous déshabiller des reins au cou et vous mettre parmi ces gentilshommes pour en finir avec le désenchantement de Dulcinée. Au milieu des peines et des souffrances de tant d'hommes, vous ne sentiriez pas beaucoup les vôtres. D'ailleurs, il serait possible que le sage Merlin fît entrer en compte chacun de ses coups de fouet comme appliqués de bonne main, pour 10 de ceux que vous avez finalement à vous donner. Le général voulait demander quels étaient ces coups de fouet et ce désenchantement de Dulcinée, quand le marin de quart s'écria: Le fort de Montjuic fait signe qu'il y a un bâtiment à rames sur la côte, au couchant. À ces mots, le général sauta de l'entrepont. Allons, enfants, dit-il, qu'il ne nous échappe pas, ce doit être quelque brigantin des corsaires d'Alger que la vigie signale. Les 3 autres galères s'approchèrent de la capitaine pour savoir ce qu'elles avaient à faire. Le général ordonna à 2 d'entre elles de prendre la haute mer, tandis qu'il irait terre à terre avec la 3e, de façon que le brigantin ne pût les éviter. Le chiourme fit force de rames, poussant les galères avec tant de furie qu'elles semblaient voler sur l'eau. Celles qui avaient pris la haute mer découvrirent à environ 2000 un bâtiment auquel on supposa, à vue d'œil, 14 ou 15 mans de rames, ce qui était vrai. Quand ce bâtiment aperçut les galères, il se mit en chasse avec l'intention et l'espoir d'échapper par sa légèreté. Mais mal lui en prit, car la galère capitaine était l'un des navires les plus légers qui naviguassent en mer. Elle gagnait tellement d'avance que ceux du brigantin virent aussitôt qu'ils ne pouvaient échapper. Aussi, l'Araès, le commandant, voulait-il qu'on abandonnât les rames et qu'on se rendît pour ne point irriter le commandant de nos galères. Mais le sort qui en avait ordonné d'une autre façon voulut qu'au moment où le capitaine arrivait si près de ceux du bâtiment chassé pouvaient entendre qu'on leur criait de se rendre, 2 Turcs, ivres, et qui se trouvaient avec 12 autres sur ce brigantin, tirèrent leurs arquebuses et frappèrent mortellement 2 de nos soldats montés sur les bordages. À cette vue, le général fit serment de ne pas laisser en vie un seul de ceux qu'il prendrait dans le brigantin. Il assaillit avec furie, mais le petit navire échappa au choc en passant sous les rames. La galère le dépassa de plusieurs nœuds. Se voyant perdus, ceux du brigantin déployèrent les voiles pendant que la galère tournait. Puis, à voile et à rames, se mirent en chasse de nouveau. Mais leur diligence ne put pas les servir autant que les avait compromis leur audace, car la capitaine, les atteignant à demi-mille environ, leur jeta dessus un rang de rames et les prit tous vivants. Les autres galères arrivèrent en ce moment, et toutes 4 revinrent avec leur prix sur la plage, où les attendait une multitude de gens, curieux de voir ce qu'elles ramenaient. Le général jeta l'ancre près de la terre, et s'aperçut que le vice-roi de la ville était sur le port. Il fit mettre l'esquif à l'eau pour le chercher, et commanda d'amener la vergue pour y pendre l'Araès, ainsi que les autres Turcs pris dans le brigantin, et dont le nombre s'élevait à 36 exactement, tous beaux et la plupart arquebusiers. Le général demanda quel était l'Araès du brigantin, et l'un des captifs, qu'on reconnut ensuite pour renégat espagnol, répondit en langue castillane: Ce jeune homme, seigneur, que tu vois là, est notre Araès. Et il lui montrait un des plus beaux et des plus aimables garçons que se pût peindre l'imagination humaine. Son âge ne semblait pas atteindre 20 ans. Dis-moi, chien inconsidéré, lui demanda le général, qui t'a poussé à tuer mes soldats quand tu voyais qu'il était impossible d'échapper? Est-ce là le respect qu'on garde au capitaine? Et ne sais-tu pas
que la témérité n'est pas de la vaillance. Les espérances douteuses peuvent rendre les hommes hardis, mais non pas téméraires. Laraès allait répondre, mais le général ne put attendre sa réponse parce qu'il accourut recevoir le vice-roi, qui entrait dans la galère suivi de quelques-uns de ses gens et d'autres personnes de la ville. Vous avez fait là une bonne chasse, seigneur général, dit le vice-roi. Fort bonne en effet, répondit le général, et votre Excellence va l'avoir pendue à cette vergue. Pendue, mais pourquoi? Reprit le vice-roi. Mais parce qu'ils m'ont tué, répliqua le général. Ils m'ont tué contre toute loi, toute raison et toute coutume de guerre. 2 soldats des meilleurs qui montassent ces galères. Aussi ai-je juré de hisser à la potence tous ceux que je prendrais, particulièrement ce jeune garçon qui est l'Araès du Brigantin. En même temps, il lui montrait le jeune homme, les mains attachées et la corde au cou, attendant la mort. Le vice-roi jeta les yeux sur lui. Le voyant si beau, si bien fait, si résigné, il se sentit touché de compassion, et le désir lui vint de le sauver. Dis-moi, Arès, lui demanda-t-il, de quelle nation es-tu? Turc, maure ou renégat? Je ne suis, répondit le jeune homme en langue castillane, ni turc, ni maure, ni renégat. Qui es-tu donc? Reprit le vice-roi. Une femme chrétienne, répliqua le jeune homme. Une femme chrétienne en cet équipage et en cette occupation, mais c'est une chose plus faite pour surprendre que pour être crue. Suspendez, ô Seigneur, reprit le jeune homme, suspendez mon supplice. Vous ne perdrez pas beaucoup à retarder votre vengeance aussi peu de temps qu'il faudra pour que je vous raconte ma vie. Qui aurait pu être d'un cœur assez dur pour ne pas s'adoucir à ces paroles, du moins jusqu'à entendre ce que voulait dire le triste jeune homme? Le général lui répondit de dire ce qui lui plairait, mais qu'il n'espérait point toutefois obtenir le pardon d'une faute si manifeste. Cette permission donnée, le jeune homme commença de la sorte. Je suis de cette nation plus malheureuse que prudente, sur laquelle est tombée dans ces derniers temps une pluie d'infortune. J'appartiens à des parents morisques. Dans le cours de nos malheurs, je fus emmené par 2 de mes oncles en Berbérie, sans qu'il me servît à rien de dire que j'étais chrétienne, comme je le suis en effet, non de celles qui en feignent l'apparence, mais des plus sincères et des plus catholiques. J'eus beau dire cette vérité, elle ne fut pas écoutée par les gens chargés d'opérer notre déportation, et mes oncles non plus ne voulurent point le croire. Ils la prirent pour un mensonge imaginé dans le dessein de rester au pays où j'étais né. Aussi m'emmenèrent-ils avec eux plutôt de force que de gré. J'eus une mère chrétienne et un père qui eut la discrétion de l'être. Je suçais avec le lait la foi catholique. Je fus élevé dans de bonnes mœurs. Jamais, ni par la langue, ni par les usages, je ne laissai croire, il me semble, que je fus morisque. En même temps que ces vertus, car je crois que ce sont des vertus, grandit ma beauté. Si, j'en ai quelque peu. Et bien que je vécusse dans la retraite, je n'étais pas si sévèrement recluse que je ne laissasse l'occasion de me voir à un jeune homme nommé Don Gaspar Gregorio, fils aîné d'un seigneur qui possède un village tout près du nôtre. Comment il me vit, comment nous nous parlâmes, comment il devint éperdument épris de moi, et moi presque autant de lui, ce serait trop long à vous raconter, surtout quand j'ai à craindre qu'entre ma langue et ma gorge ne vienne se placer la corde cruelle qui menace. Je dirais donc seulement que Don Gregorio voulut m'accompagner dans notre exil. Il se mêla parmi les Morisques chassés d'autres pays, car il savait fort bien leur langue, et pendant le voyage, il se fit ami des 2 oncles qui m'emmenaient avec eux. Mon père, en homme prudent et avisé, n'eut pas plus tôt entendu le premier édit prononçant notre exil qu'il quitta le pays et alla nous chercher un asile dans les royaumes étrangers. Il enfouit et cacha sous terre, dans un endroit dont j'ai seule connaissance, beaucoup de pierres précieuses et de perles de grand prix, ainsi qu'une assez forte somme en crussades et en doublons d'or. Il m'ordonna de ne pas toucher au trésor qu'il laissait, si par hasard on nous déportait avant qu'il fût de retour.
Je lui obéis, et passai en Berbérie avec mes oncles et d'autres parents et alliés. L'endroit où nous nous réfugiâmes fut Alger, et c'est comme si nous fussions réfugiés dans l'enfer même. Le Dey apprit par ouï-dire que j'étais belle, et la renommée lui fit aussi connaître mes richesses, ce qui devint un bonheur pour moi. Il me fit comparaître devant lui, et me demanda dans quelle partie de l'Espagne j'étais né, quel argent et quels bijoux j'apportais. Je lui nommai mon pays, et j'ajoutai que l'argent et les bijoux y restaient cachés, mais qu'on pourrait les recouvrer facilement si j'allais les chercher moi-même. Je lui disais tout cela pour que son avarice l'aveuglât plutôt que ma beauté. Pendant cet entretien, on vint lui dire que j'étais accompagné par un des plus beaux jeunes hommes qui se pût imaginer. Je reconnus aussitôt qu'on parla de Don Gaspar Gregorio, dont la beauté surpasse en effet celle que l'on vante le plus. Je me troublais en considérant le péril que courait Don Gregorio, car parmi ces barbares infidèles, on estime plus un garçon jeune et beau qu'une femme, quelque belle qu'elle soit. Le Dey donna l'ordre qu'on l'amenât sur le champ devant lui, et me demanda si ce qu'on disait de cet homme était la vérité. Alors moi, comme si le ciel m'eût inspiré, je lui répondis sans hésiter. Oui, cela est vrai, mais je dois vous faire savoir que ce n'est point un garçon, c'est une femme comme moi. Permettez, je vous en supplie, que j'aille l'habiller dans son costume naturel, pour qu'elle montre complètement sa beauté, et qu'elle vous paraisse avec moins d'embarras devant vous. Il répliqua qu'il y consentait, et que le lendemain nous nous entendrions sur les moyens à prendre pour que je retournasse en Espagne, chercher le trésor enfoui. Je courus parler à Don Gaspar. Je lui contai le péril qu'il courait à se montrer sous ses habits d'homme. Je l'habillai en femme mauresque, et le soir même, je le conduisis en présence du Dey, qui fut ravi en le voyant, et conçut l'idée de garder cette jeune fille pour en faire présent au grand seigneur. Mais, afin d'éviter le péril qu'elle pourrait courir, même de lui, dans le sérail de ses femmes, il ordonna qu'elle fût confiée à la garde et au service de dames mauresques de qualité, chez lesquelles Don Gregorio fut aussitôt conduit. La douleur que nous ressentîmes tous deux, car je ne puis nier que je l'aime, je la laisse à juger à ceux qui se séparent quand ils s'aiment tendrement. Le Dey, bientôt après, décida que je reviendrais en Espagne sur ce brigantin, accompagné par 2 Turcs de nation, ceux-là même qui ont tué vos soldats. Je fus également suivi par ce renégat espagnol, montrant celui qui avait parlé le premier, duquel je sais qu'il est chrétien au fond de l'âme, et qu'il vient plutôt avec le désir de rester en Espagne que de retourner en Berbérie. Le reste de la chiourme se compose de Maures et de Turcs, qui ne servent qu'à ramer sur les bancs. Les 2 Turcs, insolents et avides, sans respecter l'ordre qu'ils avaient reçu de nous mettre à terre, moi et ce renégat, sur la première plage espagnole et en habit de chrétien, dont nous étions pourvus, voulurent d'abord écumer cette côte et faire, s'ils pouvaient, quelques prises, craignant que, s'ils nous mettaient d'abord à terre, il nous arrivât quelque accident qui fit découvrir que leur brigantin restait en panne, et que, s'il y avait des galères sur la côte, on ne les eût bientôt pris. Hier soir, nous avons abordé cette plage sans avoir connaissance de ces 4 galères. On nous a découvert aujourd'hui et il nous est arrivé ce que vous avez vu. Finalement, Don Gregorio reste en habit de femme parmi les femmes et dans un imminent danger de la vie. Moi, je me vois les mains attachées, attendant la mort qui me délivrera de mes peines. Voilà, Seigneur, la fin de ma lamentable histoire, aussi véritable que pleine de malheur. La grâce que je vous prie de m'accorder, c'est de me laisser mourir en chrétienne, car ainsi que je l'ai dit, je n'ai nullement partagé la faute où sont tombés ceux de ma nation. À ces mots, elle se tut, les yeux gonflés de larmes amères, auxquelles se mêlaient les pleurs de la plupart des assistants. Ému, attendri, le vice-roi s'approcha d'elle sans dire une parole, et de ses propres mains détacha la corde qui attachait les belles mains de la maurisque chrétienne. Tout le temps qu'elle avait conté son étrange histoire, un vieux pèlerin qui était entré dans la galère à la suite du vice-roi avait tenu ses yeux cloués sur elle.
Dès qu'elle eut cessé de parler, il se précipita à ses genoux, les serra dans ses bras, et la voix entrecoupée par 1000 soupirs et 1000 sanglots, il s'écria: «Oh, Anna Félix, ma fille infortunée, je suis ton père, Ricotte, et qui retournait te chercher, car je ne puis vivre sans toi qui est mon âme.» À ces paroles, Sancho ouvrit les yeux, releva la tête qu'il tenait penchée, rêvant à sa disgracieuse promenade, et regardant avec attention le pèlerin, il reconnut que c'était bien Ricotte lui-même, qu'il avait rencontré le jour où il quitta son gouvernement. Il reconnut également sa fille, qui, les mains détachées, embrassait son père en mêlant ses larmes aux siennes. Le père dit au général et au vice-roi: «Voilà, Seigneur, voilà ma fille, la plus malheureuse dans ses aventures que dans son nom. Elle s'appelle Anna Félix et porte le surnom de Ricotta, aussi célèbre par sa beauté que par ma richesse. J'ai quitté ma patrie pour aller chercher un asile chez les nations étrangères. Et l'ayant trouvé en Allemagne, je suis revenu en habit de pèlerin et en compagnie d'autres Allemands pour chercher ma fille et déterrer les richesses que j'avais enfouies. Je n'ai plus retrouvé ma fille, mais seulement le trésor que je porte avec moi. Et maintenant, par ces étranges détours que vous avez vus, je viens de retrouver le trésor qui me rend le plus riche, ma fille bien-aimée. Si notre innocence, si nos larmes et les miennes peuvent, à la faveur de votre justice, ouvrir les portes à la miséricorde, usez-en à notre égard, car jamais nous n'avons eu le dessein de vous offenser, et jamais nous n'avons pris part aux projets de nos compatriotes qui sont exilés, justement. Oh, je connais bien Ricotte, dit alors Sancho, et je sais qu'il dit vrai quant à ce qu'Anna Félix est sa fille. Mais pour ces broutilles d'aller et venues, de bonnes ou de mauvaises intentions, je ne m'en mêle pas. Tous les assistants restaient émerveillés d'une si étrange aventure. En tout cas, s'écria le général, vos larmes me laisseront point accomplir mon serment. Vivez, belle Anna Félix, autant d'années que le ciel vous en réserve, et que le châtiment de la faute retombe sur les insolents et les audacieux qui l'ont commise. Aussitôt, il ordonna de pendre à la vergue les 2 Turcs qui avaient tué ses soldats. Mais le vice-roi lui demanda instamment de ne pas les faire mourir, puisqu'il y avait de leur part plus de folie que de vaillance. Le général se rendit au désir du vice-roi, car il est difficile que de sang-froid les vengeances s'exécutent. On s'occupa aussitôt des moyens de tirer Gaspard Grégorio du péril où il était resté. Ricotte offrit pour sa délivrance plus de 2000 ducats qu'il avait en perles et en bijoux. Plusieurs moyens furent mis en avant, mais aucun ne valut celui que proposa le renégat espagnol, dont on a parlé. Il s'offrit de retourner à Alger dans quelques petits bâtiments d'environ 6 bancs de rames, mais armés de rameurs chrétiens, parce qu'il savait où, quand et comment on pourrait débarquer, et qu'il connaissait aussi la maison où on avait enfermé Don Gaspard. Le général et le vice-roi hésitaient à se fier au renégat, et surtout à lui confier les chrétiens qui devraient occuper les bancs des rameurs. Mais Anna Félix répondit de lui, et Ricotte s'engagea à payer le rachat des chrétiens s'ils étaient livrés. Quand cet avis fut adopté, le vice-roi descendit à terre, et Don Antonio Moreno emmena chez lui la Morisque et son père, après que le vice-roi l'eut chargé de les accueillir et de les traiter avec tous les soins inimaginables, offrant de contribuer à ce bon accueil par tout ce que renfermait sa maison. Tant était vive la bienveillance et l'affection qu'avait allumé dans son cœur la beauté d'Anna Félix.